Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. La BCE qui se réunit donc jeudi, d'ailleurs je le précise, nous serons dès vendredi à 8h30 en direct avec François Villeroy de Gallo ici sur Boursorama pour le SAV de cette BCE, de cette réunion BCE très attendue. Vendredi matin, donc 8h30 en direct sur Boursorama. On a une inflation, Jean-Claude Trichet, qui est à niveau record en zone euro. On a eu les chiffres. Alors, c'est pas 10, c'est 9,9%, mais oui. M'en voulez pas, on va arrondir à 10%. Certes. C'est sur le mois de septembre. L'accélération est forte. On était à 9,1 en août. C'est énorme en termes d'accélération. Cette inflation qui ne faiblit pas, ça doit pousser la BCE, on l'imagine, à frapper fort. Je dis, il n'y a plus de surprise, tous les marchés attendent 75 points de base. Il faut frapper fort là, parce que là... Ça a été dit et redit par la Banque Centrale Européenne, de même que cela a été dit par Jay Powell de manière extrêmement claire. Je crois que j'insisterai plus sur l'augmentation de la core inflation, de l'inflation sous-jacente, qui me paraît plus inquiétante encore. On est à 6 ? On est à 6 ? Oui, on est à 6,6%. Alors, 6,6% aux États-Unis, 6 chez nous. Oui, chez nous. Ça veut dire que dans les deux cas, on a, même si l'inflation apparente est assez différente, puisque les États-Unis ont moins d'inflation apparente que nous. Ils sont à 8,20 quand nous sommes à 9,9, comme vous dites. Et puis, c'est pas totalement la même non plus. Oui, c'est peut-être pas la même. La méthodologie n'est pas exactement la même. C'est plus une inflation domestique chez eux, avec un pays qui est exportateur, qui est producteur d'énergie. Alors que nous, on subit la crise énergétique avec, encore une fois... Est-ce que c'est vrai ou pas d'ailleurs l'inflation, 70% de l'inflation, c'est de la hausse de l'inflation, c'est de l'énergie et de l'alimentation en zone euro. Je ne suis pas sûr, parce que lorsque j'ai d'un côté 9,9 et de l'autre côté 6. Ouais, ça fait donc, vous calculez. Oui, un peu moins ça de fait tiers. 60%, si on veut simplifier. Mais effectivement, on a 40% qui semblent pouvoir être attribués en effet à l'énergie et au prix des produits agricoles non transformés. Mais au total, il est clair que ce qui est très caractéristique de la période récente, c'est qu'on est passé, vous vous rendez compte, en juillet 2021, l'année dernière, c'était vraiment hier, on était à 0,9% d'inflation sous-jacente. Donc on signalait encore, si vous voulez, cette menace permanente d'inflation trop faible, menaçante, parce que risque de déflation. 0,9, c'était vraiment pas beaucoup. Et puis on est maintenant à 6. Donc ça a été multiplié par 6, plus de 6. Ouais. Et au total, si vous voulez, on a là un phénomène. On était à 2 fois moins que la norme d'inflation, l'objectif d'inflation que nous avons. On est maintenant à 3 fois plus que la norme d'inflation. Et ce, mesuré non pas précisément sur un indicateur qui reprend l'énergie et les produits agricoles, mais sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire le reste des produits. Donc c'est sérieux. Les banques centrales ont manifesté leur volonté de rétablir les choses, de les remettre en ordre, de reprendre le contrôle dans une perspective de moyen terme à 2%. Et je crois qu'elles sont crédibles, dans la mesure naturellement où elles feront ce qu'elles ont dit, c'est-à-dire qu'elles prendront les mesures pour assurer à l'ensemble des agents économiques. En même temps, Christine Lagarde reconnaît ne pas savoir quand sera ce pic d'inflation. On dit que si même Christine Lagarde ne sait pas, c'est-à-dire c'est difficile de piloter quand on est dans le brouillard. Donc et heureusement d'ailleurs, aucun banquier central ne dit « je sais ce qui va se passer », parce que les choses peuvent changer à tout moment, même sans recourir à la géostratégie, à la guerre en Ukraine, etc. Donc on est vraiment dans un monde où il faut être aussi pragmatique que possible. Ce que Christine Lagarde est et ce que François Villeroy de Gallo est, et certainement ce que Jay Powell et ses collègues de l'Open Market Committee sont. Donc au total, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé les uns et les autres qu'ils feraient tout ce qui serait nécessaire, y compris en augmentant les taux dans les prochaines réunions. Ça a été préannoncé. Donc c'est pas simplement... jeudi prochain, c'est encore après. C'est comme ça que la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle allait continuer à hausser les taux d'intérêt. Même chose aux États-Unis. Alors on va voir, il y a un certain décalage, comme vous le savez, entre les États-Unis et l'Europe. Décalage qui se manifeste de manière inopportune, je dois dire, dans l'échange. Mais enfin, au total, je crois qu'on peut faire confiance aux banques centrales pour continuer à faire ce qui est nécessaire. Et pour le moment, il faut parler avec beaucoup de prudence, mais il me semble que les observateurs
les participants du marché ont tendance à croire qu'effectivement, à moyen terme, on va revenir à la stabilité des prix au sens où on l'a défini, c'est-à-dire 2%. Prévision BCE sur 2024, 2,3% d'inflation. Il y a beaucoup d'experts qui n'y croient pas. Écoutez, on va voir. Christine Lagarde qui disait quand même, on s'en souvient aussi, on est en décembre 2021, une hausse de taux en 2022 est improbable. Oui. C'est de dire que non, mais le monde est mouvant. Oui, il vaut mieux regarder l'avenir et le futur que le passé. Jay Powell a dit l'inflation est totalement transitoire et nous reviendrons à 2% en 2022. Comment ex post C'était encore dit 2 mois avant la fin de l'année précédente. Ouais. Donc on voit bien, si vous voulez, que tout ça, il y a eu du retard à l'allumage, c'est clair. Il y a beaucoup de raisons pour ça, d'ailleurs. Il ne faut pas insister trop lourdement. À mon avis, on a eu ce consensus, ce mainstream consensus pour penser que, puisqu'on avait eu de l'inflation très faible au cours de 10 ans, ça allait continuer comme ça. Il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas indéfiniment. Beaucoup d'économistes avaient même ruiné un peu à l'avance leur crédit en disant il faut prendre tout ça en compte. Maintenant, l'inflation et les taux d'intérêt sont désespérément bas, donc faites tout ce qu'il faut, dépensez plus, empruntez plus, etc. Il y a eu tout un courant très puissant dans ce domaine aux États-Unis comme dans le reste du monde. Et donc, au total, si vous voulez, il a fallu lutter contre ce consensus. C'est ce qu'ont fait quand même les banques centrales au total. Et elles ont, à mon avis, en effet, rattrapé, disons, en augmentant assez rapidement les taux d'intérêt, le retard qu'elles avaient pris à l'allumage, si je puis dire. On peut calmer l'inflation sans provoquer une récession, parce que même Jay Powell admet que ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est Nouriel Roubini qui expliquait que dans l'histoire, ça n'était jamais arrivé qu'avec une inflation au-delà de 5%, l'atterrissage se fasse sans récession. Vous savez, le thème de la récession est un thème très complexe. Si vous prenez la définition technique de la récession... 2 trimestres de baisse. 2 trimestres de baisse. C'est le cas aux États-Unis. Premier trimestre négatif, deuxième trimestre négatif pour l'économie réelle dans les deux cas. Avec création d'emplois. Oui, donc on a une nouvelle définition. Ouais. C'est pas grave que ce soit négatif sur le premier trimestre et le second trimestre, pourvu que vous ayez un bon marché de l'emploi. Le marché de l'emploi lui-même étant complexe parce qu'il y a les travailleurs qui quittent le marché de l'emploi aux États-Unis et c'est assez important. Alors ça vous donne apparemment un marché de l'emploi meilleur, évidemment, puisqu'il y a moins de demandes d'emploi. Mais cette diminution de la demande ne doit pas nécessairement être interprétée comme signalant une économie florissante, puisque précisément l'économie réelle a été négative. Je regardais tout dernièrement encore les PMI, vous savez, l'indice des directeurs d'achat. Eh bien, dans les deux cas en octobre, des deux côtés de l'Atlantique, on a déjà des indices avancés, on est en contraction de l'économie, aux États-Unis comme en Europe. Dans les deux cas, on est aux alentours de 47. Vous savez, quand on est en dessous de 50, ça se contracte. Ce qui veut dire d'ailleurs que la thèse selon laquelle l'Europe est dans une situation catastrophique sur le plan de l'économie réelle, mais que les États-Unis vont très très bien, n'est pas exacte. Nous sommes apparemment, si vous voulez, tout à fait parallèles dans notre conjoncture. Nous n'avons pas nous-mêmes d'ailleurs eu... Eux ont commencé avant nous le fait de resserrer le robinet monétaire. Hein. Oui, c'est un fait, c'est un fait. Mais au total, si vous voulez, on a des raisons en Europe pour penser qu'on n'a pas eu nécessairement tort d'avoir un certain décalage par rapport aux États-Unis. Si les États-Unis avaient agi plus tôt, je pense que l'Europe aurait elle-même agi plus tôt. Mais enfin, au total, si vous voulez, on est dans une situation où, des deux côtés de l'Atlantique, on a une contraction économique en ce moment, au moment où nous parlons, en tout cas en octobre, mesuré par l'indice des directeurs d'achat. Jean-Claude Richet, vous nous dites que les banques centrales sont crédibles et en même temps l'inflation continue d'accélérer de part et d'autre de l'Atlantique, notamment la core inflation, l'inflation cœur. Et en même temps, quand on regarde les taux d'intérêt réels, ils sont toujours largement positifs. Comment dire que les banques centrales sont crédibles alors qu'il n'y a pas encore d'impact sur l'inflation? Vous allez me dire qu'il faut attendre encore un petit peu, c'est normal. Et encore une fois, les taux d'intérêt réels qui sont largement négatifs. Pardon, largement négatifs. Il faudra qu'ils soient neutres ou positifs pour véritablement calmer l'inflation. Vous avez raison, bien sûr. Hein. On a plusieurs raisons pour expliquer que
ce phénomène qui est anormal, bien entendu. On devrait avoir des taux d'intérêt réels qui deviendraient non seulement positifs, mais positifs de manière appropriée pour combattre Mais pardon, ça veut l'inflation. dire des taux d'intérêt à 2 chiffres. On se dit, mais quel impact sur l'économie, sur les marchés financiers, sur l'activité de taux d'intérêt à 2 chiffres, ça paraît tellement loin. La Banque centrale est à moins de 2, hein. Encore une fois, il faut faire attention, parce que pour mesurer les taux d'intérêt réels, vous devez quand même regarder quel est votre horizon. Si vous regardez un horizon à très très court terme, naturellement, l'inflation apparente est gigantesque, les taux d'intérêt réels, Et vous prenez mesurés arithmétiquement, vous prenez les anticipations d'inflation. Je crois qu'il vaudrait mieux prendre les anticipations d'inflation pour avoir une idée de ce que sont les taux d'intérêt réels, apparents, arithmétiques, mesurés comme ça, Alors, en faisant une soustraction à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, vous êtes évidemment dans un monde un peu différent. Mais ceci étant dit, ce n'est pas contestable une seconde que les politiques monétaires, des deux côtés de l'Atlantique, et en Europe en particulier, restent très accommodantes. Et chez nous, très, très accommodantes. D'autant plus, d'ailleurs, que nous avons des changes qui nous font importer de l'inflation en plus. Hein. Donc on a là, de ce point de vue-là, un problème qui me semble très, très sérieux. Si on peut y revenir, je suis prêt à répondre à une question sur est-ce qu'il pourrait y avoir un accord international pour essayer, si vous voulez, de reprendre un contrôle le contrôle de change, et notamment d'un dollar qui ça semble encore un peu tôt, non ? Va peut-être un peu tôt, mais c'est pas. Certains disent c'est complètement exclu, et moi je ne l'exclus pas, parce que j'ai pu observer que chaque fois qu'il y a eu un consensus international, ça a marché. Bon, on peut revenir là-dessus. En tout état de cause. Et le taux neutre, il est où ? Juste, Jean-Claude Trichet, le taux neutre en Europe. Personne ne vous dira où est le taux neutre. Le taux neutre, pardon, il faut expliquer, c'est le taux qui ni ne stimule l'activité, ni ne la pénalise. Absolument, oui. C'est celui qui correspond, si vous voulez, à une croissance stable, régulière et non inflationniste. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Non, c'est comment dirais-je, un concept qui est très important, mais dont personne ne se risquerait à dire voilà le taux neutre. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que pour la Banque centrale européenne, le taux neutre, ce sera le moment où elle aura repris complètement le contrôle de l'inflation, des anticipations d'inflation à moyen terme, c'est-à-dire les prévisions de ses propres économistes coïncideront avec celles, en gros, du marché et de l'ensemble, disons, des économistes et des participants du marché, et où tout le monde dira, bah oui, en ce moment, on a réellement repris le contrôle de l'inflation. Alors, à quel niveau cela sera ? Est-ce que ce sera après les 2 prochaines importantes, probablement, augmentations de taux d'intérêt ? Est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Les marchés attendent 75 points de base, c'est quasiment acté. Tout ça dépend. On aura ça jeudi. Tout ça dépend. Oui, enfin, on va voir une nouvelle fois. Oui. C'est traditionnel entre nous que d'avoir un débat. Je vous avais dit 75 points de base. Oui. Mais, vous n'avez pas répondu à l'époque. Oui, non, parce que je ne veux pas, si vous voulez, anticiper sur une décision collective qui va être prise par tous nos collègues, anciens collègues. Des taux directeurs à 3% l'été table. prochain, c'est ce que les marchés de taux anticipent un taux de dépôt au-delà de 3% l'été prochain. C'est raisonnable d'anticiper ça ? Encore une fois, on va voir. Ce qui est clair, c'est que même à ce niveau-là, on n'est pas en présence d'une anomalie flagrante. Mais notez que dans la décision que prennent les banques centrales, j'ai insisté sur les taux de change. En ce moment, on importe de l'inflation avec un euro qui est bas, pas dramatiquement bas, mais enfin bas, un dollar qui est très haut. Pour les Américains non plus, ce n'est pas très favorable. Naturellement, ils importent de la désinflation avec leur monnaie, mais ils se handicapent énormément sur le plan de l'économie réelle. Et vous parliez de récession, effectivement. La récession américaine ne va pas être simplifiée avec un dollar qui handicape formidablement leurs propres exportations. Après, il y a un autre sujet, Jean-Claude Trichet, la BCE qui est très attendue sur la réduction de la taille de son bilan. Un peu moins de 9 000 milliards d'euros, et il y a 5 000 qui correspondent à des obligations souveraines et corporates, il y a 2 000 de prêts bancaires géants, des TLTRO. Il faut envoyer un signal de la part de la Banque centrale européenne. Certains diront que se lancer maintenant dans cette entreprise, alors qu'il y a en même temps les remontées de taux d'intérêt, c'est périlleux. J'ai toujours été personnellement pour que l'on prenne les 2 décisions, celles qui concernent les taux d'intérêt conventionnelle, disons, politique monétaire conventionnelle, et celle qui concerne le quantitatif, entre guillemets, vous le qualifiez comme vous voulez, devait être séparée.
que c'était une erreur que de les lier trop étroitement. Ça nous a gênés d'ailleurs. C'est un des facteurs qui a gêné Jay Powell et Christine Lagarde pour hausser les taux dans la période récente, parce qu'ils étaient coincés en ayant dit on ne haussera les taux que lorsqu'on arrêtera les achats nets de valeurs négociables. Il y a de bonnes raisons pour avoir dit ça dans une période de menace de déflation, de menace de matérialisation du risque de déflation, mais ce n'était néanmoins pas une bonne chose. Et d'ailleurs, on a vu à plusieurs reprises que ce n'était pas une bonne chose. Tout dernièrement, parce que ça a gêné la hausse des taux d'intérêt, on aurait, à mon avis, dû pouvoir augmenter les taux d'intérêt tout en ne changeant pas les anticipations qui avaient été données, les forward guidance qui avaient été données aux participants du marché sur les aspects quantitatifs. Mais enfin, bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne. À mon avis, il faut vraiment prendre les deux décisions de manière indépendante. Les taux d'intérêt, c'est fondamental dans la période présente. Le quantitatif doit être mesuré avec beaucoup de précautions, à mon avis. En quoi ça permet de lutter contre de réduire le bilan de la Banque Centrale Européenne, ça permet de lutter contre l'inflation. Qu'on comprenne bien, ce n'est pas évident pour le commun des mortels. Si vous voulez, le raisonnement qui est incontestable, c'est que dans les deux cas, vous essayez d'être aussi accommodant que possible lorsque vous achetez des valeurs négociables sur le marché ou lorsque vous baissez les taux d'intérêt. En achetant des valeurs négociables sur les marchés, vous poussez à la baisse les taux d'intérêt correspondant à moyen et long terme, ou même très long terme. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'effectivement, là, vous vous attaquez à l'ensemble de la courbe de rendement, de la yield curve, et pas simplement à la partie la plus courte du marché. Mais ce faisant, vous êtes aussi dans un domaine assez différent, dans un domaine qui est proprement financier, dans un domaine où il peut y avoir des coups de tabac financiers ou des imperfections du marché qui font que le secteur privé, par exemple, ne fonctionne plus normalement comme intermédiateur, et donc la Banque centrale doit se substituer. Donc je crois qu'il faut vraiment regarder de très très près. Ceci dit, dans une perspective de retour à la normale, qui est notre perspective, on reviendrait progressivement à une situation dans laquelle le secteur privé ferait son boulot, qu'il n'a pas fait pendant toute une période très longue. On reviendrait à une situation dans laquelle les risques sont équilibrés. Il y a autant de risques d'inflation que de moindre inflation. Là, on peut espérer en effet que les bilans des banques centrales, qui sont démesurés, absolument démesurés en ce moment, diminuent progressivement en ayant une logique de diminution qui, à mon avis, doit être très très couplée sur leur analyse du secteur financier et de la manière dont fonctionne l'intermédiation privée. Et si ça ne marche pas, et si l'inflation reste malgré tout autour de 3-4% dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on fait? On continue à resserrer les bilans, monter les taux, ou est-ce qu'on réfléchit en se disant peut-être une nouvelle norme d'inflation je savais que ça vous ferait ricaner. Oui, non, parce que cette question, on l'a eu dans l'autre sens. Bien entendu, on a eu cette question dans tous les sens. J'ai connu l'époque où on nous disait la bonne inflation c'est 0, ou la bonne inflation c'est 1%, ou la bonne inflation, mais en quoi c'est dramatique ça doit être 4%. Pourquoi 3% d'inflation c'est dramatique? Ça évite de lutter contre une inflation qui ne baisse pas, tout en n'attaquant pas l'activité. Le problème, c'est que vous devez être dans une situation soutenue et soutenable dans une perspective de moyen long terme, donc réellement soutenable. Si vous dites c'est pas très important, bon, on passe de 2 à 3, puis 4, puis 5, puis 6, ça ne s'arrête plus. Et là, vous êtes dans la situation où les Américains, et nous-mêmes avec eux, se sont trouvés à la fin des années 70, après le premier choc pétrolier et le second choc pétrolier, où l'inflation était tranquillement à 14%, parce qu'on avait raisonné comme ça pendant toute la période des années 70, après le premier choc, 73-74. Certains experts vont vous dire que l'inflation est désormais durablement, structurellement un peu plus élevée parce qu'il y a la transition énergétique qui est coûteuse, parce qu'il y a le vieillissement de la population, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on peut-être ne reviendra pas à 2%. Il faut s'acharner à garder ce 2%. Écoutez, je suis d'accord, évidemment, et j'ai toujours été quels qu'en soient les impacts économiques, que ceux qui nous disaient qu'il n'y avait plus d'inflation se trompaient complètement. Les tensions inflationnistes sont présentes, elles seront présentes dans la perspective de moyen long terme dans laquelle vous vous situez, et bien entendu, vous avez tout à fait raison, la transition verte est un des facteurs qui fait que nous devons avoir des poussées d'inflation plus importantes, et aussi d'ailleurs accessoirement des taux d'intérêt réels significativement plus importants que ceux qu'on a connus dans le passé. Donc il y a deux aspects de la transition verte qui sont généralement négligés, mais il y a un coût à la transition verte, et ce coût n'est pas négligeable. Mais ceci étant dit, si vous voulez, encore une fois, si vous laissez l'inflation filer,
à un moment ou à un autre, il faut en reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de l'inflation, comme l'a fait Paul Volcker au début des années 80, ça veut dire mettre les taux d'intérêt non pas à 3%, 3,5%, mais à 19 ou 20. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. Créer une récession monumentale, évidemment, et puis se retrouver avec une crise financière mondiale également monumentale. Personne ne le souhaite. Donc, personne ne le souhaite. Donc, il faut que les banques centrales, dès maintenant, aidées par l'ensemble des autres partenaires, fassent leur travail, ce qu'elles font en ce moment, ce qu'elles font en étant relativement crédibles, puisqu'on l'a vu, les anticipations d'inflation à 3 ans ne sont pas catastrophiques du tout. Elles sont à combien d'ailleurs ? Ça dépend de la mesure. Ouais. Mais certains vous diront, pour les professional forecasters, les prévisionnistes professionnels, ils sont à quelque chose, à 3 ans, comme 2,4. Vous voyez ? Donc on n'est pas en présence de ce que vous dites, c'est-à-dire d'une inflation, d'une dérive. Mais il y a aussi le marché. Quand vous regardez les marchés financiers, ils vous donnent aussi quelque chose qui est de cet ordre de grandeur. Et ce, aux États-Unis comme en Europe. Ils se trompent peut-être complètement. Ouais. Il ne faut croire personne, si vous voulez. Sinon, à mon avis, que les banques centrales feront ce qu'il faut pour préserver la stabilité des prix. Dont, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, je pouvais aller à Berlin en 2011 en disant notre inflation moyenne depuis la création de l'euro, c'est 1,97%. Et c'est mieux que ce que le Deutsche Mark a fait pendant 40 ans. Mais ce n'est pas non plus zéro, bien entendu. Et il me semble, si vous voulez, que nos concitoyens s'attendent à ce que les autorités, et en l'occurrence l'autorité la plus responsable dans ce domaine, c'est-à-dire la Banque centrale, fassent ce qu'il faut pour qu'on arrive en effet à la stabilité des prix. Nos concitoyens sont extraordinairement attachés à la stabilité des prix, et ils ont raison. Oui. Et les plus pauvres et les plus démunis sont les plus touchés lorsqu'on a de l'inflation galopante dont on perd le contrôle. Dernière question, Jean-Claude Trichet. On a des taux à 10 ans sur la dette souveraine française à 3%, autour de 3% aujourd'hui. On entre en zone rouge, on dit maintenant il faut faire attention. On était à 1 en début d'année, je ne me souviens pas. Oui, on n'était même pas à 1 en début d'année. Oui, on a même été plus bas. Ouais. Il faut toujours faire attention. Et dire qu'il ne faut pas faire attention était une thèse complètement erronée, naturellement, dont on voit maintenant qu'elle était complètement erronée, selon laquelle on allait éternellement avoir une inflation très basse et des taux d'intérêt extrêmement bas. Il faut toujours faire attention. Toutes choses égales d'ailleurs, on vous compare toujours à vos partenaires. Parce que quand vous demandez de l'argent au marché international, des capitaux, les épargnants regardent avec attention votre propre crédibilité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, la France doit faire très attention. À mon avis, elle devrait faire en sorte de pouvoir, au cours des 5 prochaines années, diminuer son encours de dette, qui est assez considérable, en proportion du produit intérieur brut. On n'en prend pas de chemin. N'oubliez pas 5% de déficit public l'an prochain. N'oubliez jamais qu'au moment de Lehman Brothers, qui est le dernier très gros coup de tabac qu'on a eu, à part évidemment le Covid, qui est un cas tout à fait spécial. Mais là, c'était une crise financière mondiale. Nous avions le même endettement en proportion du produit intérieur brut que les Allemands. 64% du produit intérieur brut. Et dans la période intermédiaire, si je puis dire, entre deux on a pris quoi, 30 ou 40 grandes points, crises, on a pris 40 points de retard, de plus d'endettement en termes de PIB que les Allemands jusqu'au début du Covid. De Lehman Brothers au début du Covid, écart 40%. On ne s'est même pas rendu compte de ça. Ça n'a rien à voir avec la politique française. C'était la gauche et la droite se sont succédés au gouvernement. Ça s'est passé comme ça, presque naturellement, parce que nous avons une sérieuse tendance, lorsque tout va apparemment bien sur le plan du financement externe du pays, c'est ce qui était le cas, nous trouvons naturellement que c'est excellent de dépenser plus. Alors le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre... on l'a vu avec Liz Truss au Royaume-Uni, pardon, on finit là-dessus. Oui. Non, oui, mais enfin là c'était une caricature absolue. Oui, mais ça n'a rien à voir avec. La France n'a jamais fait un truc pareil. Non, mais on voit bien qu'on traverse la Manche et on voit quand même ce qui s'est passé. Bien sûr. Qui l'eût cru ? Là aussi, ceux qui disaient c'est à cause de l'euro. Si vous n'aviez pas de monnaie unique, vous pourriez faire absolument ce que vous voulez. Vous avez entendu ça comme moi. Oui. Bon, évidemment, on a sous les yeux le fait que ce n'est pas vrai. Mais au total, si vous voulez, on n'a jamais fait des bêtises pareilles, jamais donné le sentiment au marché qu'on perdait nous-mêmes
nous-mêmes, Français, le contrôle. Simplement, on s'est laissé glisser. Il faut reprendre évidemment les choses en main parce qu'il y aura un nouveau coup de tabac. Évidemment, on est dans une situation de surendettement mondial manifeste. On est dans une situation où beaucoup de valeurs d'actifs sont soufflées encore, en dépit des corrections qui ont eu lieu, et l'environnement financier, l'environnement de taux d'intérêt est en train de changer. Donc toutes les conditions sont remplies pour que les choses soient difficiles à partir de maintenant. Elles sont difficiles, elles seront difficiles. Pilotage monétaire et budgétaire s'annonce compliqué. En effet. Merci de passer nous voir. Jean-Claude Trichet, donc Merci. ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.